Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes. Mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Et pour commencer cette nouvelle saison, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai l'honneur de recevoir Lucie au micro de Fragments d'essence. Particulièrement engagée pour la défense des droits des femmes, Lucie a lancé une pétition pour mieux sensibiliser les associations à l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles. Via son compte Instagram Loucy, LOUP-CIE, elle publie d'ailleurs régulièrement de la littérature sur sa lutte contre les injustices. Pour la soutenir, les liens vers la pétition et son compte Instagram sont bien entendu mentionnés dans la description. Cela étant dit, qui de mieux qu'elle pour nous parler de son histoire? Place à Lucie. Lucie, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, Lucie, pourrais-tu te présenter aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors je m'appelle Lucie. Je suis actuellement en service civique à l'association AFEV qui lutte contre les injustices scolaires. Et par le biais de l'AFEV, j'ai pu rencontrer pas mal d'associations, notamment des associations féministes et des associations qui luttent aussi contre les injustices comme Oxfam. Et aussi, j'ai commencé à me prendre pour passion le militantisme. J'ai actuellement un combat auquel je mène pour le droit des femmes, pour qu'on puisse mieux accueillir les femmes qui ont été victimes de violences, notamment dans les milieux associatifs. Très bien. Comment est né ton engagement? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Alors, moi, je me définis déjà comme quelqu'un qui est très facilement révolté contre tout ce qui est injustice. Je suis très sensible à toutes les sortes d'injustices. Et si je m'engage dans cette cause particulièrement avec beaucoup d'intérêt, c'est parce que j'ai moi-même été victime de violences en janvier 2025. Et à cause de cela, du moins, on m'a mise à l'écart parce que, en fait, ces violences-là ont entraîné des conséquences psychologiques très importantes durant les premiers mois. Et du coup, le groupe associatif n'a pas pu m'accueillir parce qu'ils étaient démunis. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun outil, aucun moyen, en fait, mis en place pour mieux accueillir les victimes. Et du coup, ça peut entraîner vraiment d'autres problèmes et avoir vraiment des impacts encore plus sérieux par la suite. Alors justement, à ce sujet, quelles sont les difficultés auxquelles tu es confrontée au quotidien? Est-ce que tu aurais des exemples à fournir? Alors, au tout début, disons, j'étais en détresse, en fait. Je me rendais pas compte, en fait, de ce que j'avais subi. Et je me disais, en fait, tout va bien. Je voulais vraiment croire que tout allait bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai continué l'association, même si je présentais des signes d'instabilité. Vraiment, par exemple, je faisais des attaques de panique très souvent, je pleurais très souvent, mais je continuais de me dire que tout allait bien. Et puis, j'ai commencé à sérieusement m'attacher à cette association comme quelqu'un qui dépendrait de la drogue ou de l'alcool. Moi, je sais pas préféré, mais disons que j'ai été dépendante de ce groupe pour pouvoir penser à autre chose et pouvoir oublier. Je sais pas trop comment dire. Donc cette exclusion m'a beaucoup plus impactée de ce fait. Je comprends tout à fait. Comment tu as réussi à te détacher de cette association? Je
Je me suis pas pleinement détachée. Je suis encore attachée dans le sens où j'y pense souvent. Je pense souvent à l'exclusion. Je pense souvent à tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que vraiment ce qui s'est passé, c'était arrivé la veille encore, alors que ça fait 1 an. Je vois pas le temps passer et je ressasse encore tous les événements qui se sont passés et je ressens une profonde injustice encore. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Et c'est ce qui nourrit en fait mon combat. Sinon, j'aurais pas pris autant de temps. Est-ce que tu aurais des victoires à mettre en avant ou un exemple de réussite pour toi ? Alors moi j'ai déjà la chance d'avoir pu intégrer le comité stratégique du service civique parce qu'il faut savoir qu'on est en moyenne, on est 10 voire 11 à être membres volontaires du comité stratégique du service civique sur toute la France. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir une place et j'utilise cette chance-là pour pouvoir mener mon combat aussi, pour pouvoir sensibiliser plus haut en fait, pouvoir sensibiliser les associations du service civique et pouvoir potentiellement mettre en place cette procédure que j'avais proposée et qui me semble pertinente. Félicitations. Merci. La violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Comment ça s'est manifesté pour toi ? Oui, en fait, la violence, ça entraîne des dégâts vraiment très lourds. Notamment les violences sexuelles, c'est pas très bien vu par la société encore actuellement. Une personne qui a été victime de violences sexuelles va souvent se voir rejetée, se voir stigmatisée, se voir être traitée comme une menteuse alors que c'est quelqu'un qui cherche de l'aide. Et en fait, là, je me bats contre ça parce que en fait, ça entraîne de la surviolence. Donc, c'est-à-dire que ça rajoute de la violence à la violence initiale et ça peut vraiment aller très loin. Par exemple, de mon expérience, quand j'en ai parlé, 1 mois après, j'ai été mise à l'écart et j'ai entendu beaucoup de fois des phrases que je n'aurais jamais dû entendre de la part d'autres personnes de l'association. Par exemple, de me dire que si je la fermais pas, je ne pourrais pas revenir, que si je n'avais pas vécu ça, je serais encore parmi eux, enfin des trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais encore aujourd'hui, en 2026, c'est encore comme ça. Donc je me suis dit, mais il y a quelque chose encore qui va pas. Parce qu'il faut savoir aussi que j'étais dans une association qui était censée être sensibilisée là-dessus et qui sont très bienveillants, très ouverts. Mais malgré tout, il y a cette violence qui continue à persévérer même dans les associations qui cherchent à protéger les victimes. Donc c'est d'autant plus problématique. Tout à fait. Tu te présentes comme survivante plutôt que victime. Alors quelle est l'idée sous-jacente ? Je préfère le terme survivante dans le sens où une agression sexuelle notamment aurait pu entraîner la mort en fait. Et donc c'est là que vient le terme survivante parce que tu es sortie de cette agression sans en mourir et tu as pu vivre ensuite. Donc moi ça fait 1 an que j'en ai vécu avec ça et tu as pu survivre en fait à cet événement autant physiquement que psychologiquement. Et j'aime bien ce terme parce que du coup ça me donne de la force pour continuer à persévérer et à me battre aussi. Et en tant que survivante, comment faire preuve de résilience au quotidien ? Il n'y a pas de technique générale pour trouver la résilience. Moi-même, je ne me définis pas comme résiliente. Je ne me suis pas encore totalement reconstruite. Mais tout le monde fait de son mieux, en fait, avec les outils qu'il a. Dans le contexte aussi de la santé mentale, il y a aussi des inégalités de traitement et des inégalités sociales. Donc si tu vis pas dans la même famille, dans une famille aisée, où tu vis une telle situation qui te met déjà d'autant plus à l'écart, où tu as d'autres problèmes, c'est encore plus compliqué. Donc on n'est pas tous égaux. Et moi, pour ma part, j'avais beaucoup essayé le yoga. Et puis en fait, je n'arrêtais pas de me faire hospitaliser aussi, de faire des arrêts de travail parce que c'était pas possible en fait. C'était pas possible de continuer à travailler avec ça. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut avoir cette chance en fait de faire une pause dans sa vie et de pouvoir se reconstruire. Et c'est ça aussi que je dénonce parce que les gens ils vont se dire mais cette personne-là elle devrait se faire soigner, elle devrait voir des professionnels. Mais c'est pas si simple parce que quand tu vas voir des professionnels, tu vas pas tomber sur des professionnels qui vont être bienveillants. Ça va être des professionnels qui vont faire des erreurs aussi, qui vont te dire des trucs qui sont pas cool, qui vont te faire culpabiliser davantage. Donc c'est pas vraiment évident. Il faut tomber sur le bon professionnel, il faut aussi trouver l'argent. Et donc ces gens qui disent ça, ils se rendent pas vraiment compte, je pense, de la difficulté que c'est en fait. Et aussi, il faut apprendre à faire confiance. Enfin, il y a tout un processus. Et on soigne pas d'un claquement de doigts comme ça. Au bout d'1 an, on n'est pas forcément mieux. Enfin, ça peut toujours rechuter. C'est un problème aussi. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une cause qui devrait concerner tout le monde. Quelle est la proportion d'hommes qui sont avec toi dans ce combat ?
Alors, au début, les premiers jours après mon agression, ils ont cherché à m'aider. Ils ont cherché à m'apporter de l'aide, ces hommes, membres de l'association. Sauf que moi, j'étais très, très instable. D'un côté, je disais que tout va bien, et puis de l'autre, rien n'allait, en fait. Donc, ils savaient pas trop comment faire. Il y avait aussi ce manque d'outils de la part des membres. Ils trouvaient pas, en fait, les ressources, parce qu'ils étaient pas formés, ils étaient pas sensibilisés non plus à ça. Et moi, j'avais encore moins de ressources qu'eux. Et du coup, ça créait une tension entre nous, parce que du coup, eux, ils savaient pas quoi faire, moi, je savais pas quoi faire. Et du coup, moi, j'allais me raccrocher vers eux, parce que c'est les gens auxquels j'avais le plus confiance, sauf que eux ils sont pas sensibilisés, ils sont pas formés, donc ça entraîne vraiment des tensions et qui ont entraîné mon exclusion ensuite parce que ça prenait trop de place. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui ne se sentent pas concernés par ce combat ? Moi, je trouve que le combat que je mène, donc la lutte contre les violences faites aux femmes, ça concerne tout le monde, autant les hommes que les femmes, parce que quand on lutte contre une forme de patriarcat qui entraîne ces violences-là, on lutte aussi pour les hommes, parce qu'il faut savoir que les hommes sont aussi impactés que les femmes là-dessus, même s'ils s'en rendent pas forcément compte, parce que du coup, ils sont entraînés dans une éducation qui les mène vers toi, tu ne dois pas pleurer, toi, tu dois vivre comme ça, tu dois te montrer fort, sauf que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et du coup, ça entraîne un sentiment d'incapacité, de frustration, et aussi beaucoup de harcèlement, de violence. Donc voilà, je pense que ça devrait concerner tout le monde pour briser en fait cette violence, ce cycle qui nous impacte tous. Alors tu l'as bien mentionné, l'éducation est fondamentale dans la lutte contre les violences. Comment mieux former, mieux éduquer les citoyens ? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais voulu qu'il puisse y avoir des sensibilisations dès les premières années de vie vers la maternelle, parce qu'il y a des pays, je pense notamment au Royaume-Uni, où ils ont mis en place récemment une sensibilisation auprès des enfants primaires sur l'égalité femmes-hommes. Et en France, on est toujours en retard. Il y a d'autres pays dont j'ai pas les sources qui portent une attention particulière vers la sensibilisation sur l'empathie dès la maternelle. Sauf qu'en France, il y a rien de tout ça. Et dès qu'on a tenté de mettre en place une sensibilisation sur le consentement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont révoltées pour dire mais ça va pas parler de sexualité aux enfants, ils ont pas l'âge. Enfin, il y a aussi ce problème de mêler le consentement avec la sexualité, sauf qu'on n'apprend pas la sexualité dès les plus jeunes âges, on apprend juste à respecter le consentement des autres dans tous les domaines en fait. Et je trouve que c'est très important parce que c'est le premier âge de la vie en fait où l'enfant se construit. En fait, c'est vraiment entre 0 et 6-7 ans, c'est à peu près l'âge où l'enfant va mieux enregistrer et mieux comprendre. Donc c'est là où en fait il va ancrer le plus ses habitudes. En fait, l'être humain, c'est une pyramide. C'est une pyramide parce que il y a le premier stade et ensuite on façonne de plus en plus la pyramide. Le premier stade, c'est vers 0-6 ans. La construction d'une pyramide, donc la base, est très très importante parce que s'il n'y a pas la base, il n'y a pas le reste de la pyramide. Et finalement, on ne peut pas construire la pyramide ou bien elle sera mal construite. Donc c'est important de bien réaliser la base, donc de bien porter une attention particulière pour les enfants qui ont entre 0 et 6 ans. Et donc pouvoir les sensibiliser à l'empathie, pouvoir les sensibiliser à l'égalité femmes-hommes, pouvoir les sensibiliser sur le consentement pour qu'ils puissent par la suite devenir plus empathiques, devenir plus ouverts, éviter les violences. Et dans mon association, en fait, on travaille aussi dans une école primaire. Et dans cette école primaire, on essaye de mettre en place des activités autour de l'égalité femmes-hommes, même si c'est très très compliqué parce qu'il y a encore cette tendance de dire la fille, elle doit avoir des poupées, le garçon, il doit avoir des pistolets et tout ça. Donc ouais, il commence à y avoir l'intention, en tout cas, de sensibiliser les enfants là-dessus. Ouais, c'est super intéressant. Quel type d'activité concrètement vous mettez en place avec ton équipe ? C'est plus des sensibilisations, des discussions. Ça me fait penser aussi au jour contre les violences faites aux femmes en novembre, où on avait lancé une discussion avec les adolescents autour de ce sujet et on a pu récolter vraiment des choses intéressantes. Il y a vraiment eu des discussions intéressantes. Alors justement, est-ce que tu aurais des exemples de réactions de la part d'adolescents ou adolescentes qui t'ont marqué à ce sujet-là ? J'ai été très surprise par leurs réponses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui étaient d'accord, qui avaient l'air aussi intéressés par le sujet, qui étaient très réactifs, et aussi d'un garçon qui était très attentif par rapport à ça, et c'est aussi des choses qui me font plaisir. C'est prometteur. Oui, surtout que c'est des adolescents qui viennent de quartiers populaires, donc souvent enclins à la violence ou victimes de violence, parce que c'est vraiment l'endroit où malheureusement on retrouve beaucoup de violence. Travaillant moi-même auprès du quartier populaire, je peux que témoigner que oui. Quels sont tes plus grands défis alors actuellement ?
Le plus grand défi, c'est pouvoir plaidoyer auprès du comité stratégique pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour pouvoir mieux accueillir les victimes dans les associations, éviter l'exclusion, éviter les mises à l'écart, éviter les conflits par rapport à ça. Pouvoir être écouté par l'association même qui est concernée. J'avais reçu un mail aussi de l'association concernée qui m'a dit qu'il serait intéressé de pouvoir travailler avec moi là-dessus. Alors moi, j'avais refusé sur le moment parce que j'étais pas prête à travailler avec eux. Ça me renvoyait encore à des souvenirs qui étaient trop en fait pour moi. Du coup, à ce moment-là, en tout cas, je suis pas capable, mais je sais qu'à un moment, je pourrais. Donc, je suis assez surprise qu'ils veuillent travailler là-dessus pour pouvoir se remettre en question. Cette association, alors, comment elle se remet en question ? Elle voulait avoir mon témoignage, en fait, sur comment je vivais les violences et les conséquences que ça a. Parce qu'eux, ils sont formés là-dessus, mais je parle de la cellule parce qu'ils ont une cellule violence sexiste et sexuelle. Donc, en tout cas, ils sont sensibilisés là-dessus. Mais ils n'ont pas été victimes. Donc, ils ne savent pas comment on vit en étant victime. Et c'est ça qu'ils voulaient savoir. Et donc, là, ce serait plutôt comment on survit en étant victime. Qu'est-ce que c'est être féministe pour toi ? Être féministe, c'est de vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de droits qui ne sont pas respectés. Par exemple, l'égalité de salaire, pas encore tout à fait mis en place. Il y a des femmes qui trouvent ça inacceptable, le fait d'acheter encore des protections hygiéniques, parce que c'est pas de leur fait d'avoir leurs règles et donc ils devraient pas avoir à payer. Comme une maladie, par exemple, est remboursée par la sécurité sociale, pourquoi les protections hygiéniques ne seraient pas remboursées, étant donné que c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu, mais qu'on a. Et donc, c'était ça l'idée. Et il y a encore beaucoup le système patriarcal qui est encore très présent. Donc, c'est aussi se battre contre ça. On parle souvent de la masculinité toxique qui continue en fait à progresser alors qu'on est en 2026. Et c'est aussi se battre contre ça. Se battre contre ces hommes, par exemple, qui font des appels sans cesse au 3919. Et où c'est légalisé, enfin ils sont pas punis comme on punirait des gens qui appellent les pompiers pour rien du tout. Donc ouais, il y a encore beaucoup de problèmes. Certains hommes pensent à tort que le féminisme c'est de vouloir être supérieur aux hommes, alors que en fait ça me fait penser que même dans les sociétés matriarcales, donc les sociétés dirigées par des femmes, les femmes ne dirigeaient pas tout, et il y avait une égalité entre les deux dans le pouvoir. Et donc c'est ça le féminisme en fait. Même dans les sociétés matriarcales, il n'y a pas de pouvoir absolu pour les femmes. Et il existe aussi une grande diversité d'associations féministes. Comment collaborez-vous au quotidien ? Et je ne suis pas membre d'une association féministe. Je lutte seule par rapport à ce que je fais, mais je cherche du soutien auprès d'associations, auprès de collectifs ou auprès de médias d'ailleurs. Enfin, médias, c'est plutôt des comptes qui sont axés de lutte contre les violences faites aux femmes et qui visibilisent en fait mon combat. Et pour moi, c'est une sorte de média parce que à partir du moment où tu as une grosse communauté et où tu partages des choses de l'actualité, en fait, pour moi, c'est une forme de média parce que tu transmets une information. Je suis passée par certains biais. Après, ça se fait progressivement. Toutes les associations, tous les collectifs ne vont pas accepter. C'est difficile, la communication. C'est difficile de trouver le soutien nécessaire quand t'es seule. Et c'est via en fait ma mobilisation que le plus souvent je rencontre des gens qui veulent travailler avec moi, qui proposent. Et c'est comme ça en fait que le plus souvent je construis des liens. La loi du 6 novembre 2025 introduit un changement notable puisque désormais donc le non-consentement de la victime fait partie de la définition du viol et des autres agressions sexuelles. Par ailleurs, le consentement maintenant est défini comme libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Que penses-tu de cela ? Alors, il y a la loi et puis il y a les faits. Tout à fait. Parce que la loi n'est d'ailleurs pas souvent appliquée dans certaines affaires. Et j'ai l'impression que dans les affaires de viol, il n'y a pas de coupables qui sont dénoncés, qui sont placés en prison, quoi. Parce qu'il y a cette difficulté-là de trouver les preuves. Et parce que pour moi, le viol, c'est une sorte de meurtre invisible. Parce qu'on n'a pas de preuves. Alors que le meurtre classique, en fait, c'est visible. Donc on peut punir. Sauf que là, on ne peut pas forcément punir. Il y a beaucoup d'objections. Et puis l'agresseur ne va pas dire « c'est moi ». Donc il y a ce souci-là et la justice prend énormément de temps. J'ai reçu des témoignages aussi de victimes qui ont mis 6 ans, voire plus, à recevoir juste une réponse en fait de la justice. Donc c'est extrêmement compliqué et en plus de ça, les victimes doivent payer pour qu'une enquête puisse être mise en place. J'ai jamais trop compris le concept de payer pour qu'un agresseur soit puni. Mais il y a la loi, il y a ce qui est fait. J'ai l'impression qu'en fait, ils respectent pas leur propre loi.
Comment on te rejoint dans ce mouvement, dans ce combat? Comment on peut t'aider? Comment on peut te soutenir? J'ai uniquement un compte Instagram qui s'appelle Lou, donc Lou comme l'animal, _CIE. C'est là où je mets les liens, notamment de la pétition et d'un questionnaire aussi. Et c'est là aussi que je publie des sujets de sensibilisation, à travers de dessins aussi. J'aime bien faire des carousels de BD, donc avec des dessins pour pouvoir exprimer ce que je ressens ou exprimer des situations violentes, utiliser aussi l'humour. Pour terminer, est-ce que tu aurais des messages à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Je pense qu'individuellement, on a un pouvoir. On peut faire avancer les choses à notre façon avec les outils qu'on a au début. Et je pense que ce pouvoir-là est beaucoup minimisé. Les gens, ils vont se dire « Non, je vais pas voter parce que moi, je suis un seul. De toute façon, que je vote ou non, ça va rien apporter. » Sauf que c'est faux. Parce que comme une pétition, chaque signature compte, chaque vote compte. Moi, il faut se dire que j'ai commencé de rien en fait. Je sortais de l'hôpital après un coma et je me suis dit je vais créer une pétition, j'en ai marre de ce système. Et ça s'est lancé comme ça et au bout de 2 mois, en fait, j'ai pu avoir 3400 signatures. Donc il faut pouvoir être en accord avec nos valeurs. Si on a une valeur qui est importante pour nous, c'est bien de se battre pour, parce que du coup, nos actions peuvent vraiment apporter beaucoup à la société. Tout à fait. Justement, à propos de cette pétition, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit et combien de signatures il te faudrait dans l'idéal? Alors, cette pétition a d'abord pour but de sensibilisation. Je n'ai pas le pouvoir absolu, donc je ne pourrais pas dire aux associations « Bon, vous mettez en place cette procédure, ça va plus, il faut que vous la mettez en place. » Je n'ai pas ce pouvoir-là, je suis pas ministre. Je suis volontaire en service civique, je suis membre d'un comité stratégique, mais j'ai un pouvoir très minime. Donc, je peux sensibiliser et l'importance de cette pétition, c'est pouvoir plaidoyer auprès des associations, pouvoir avoir une place dans le comité, pouvoir parler de ça et proposer la procédure aux associations. Et c'est aussi un moyen de sensibilisation en tant que tel, parce que du coup, je partage aux gens et plus il y a de visibilité, plus la pétition avance. Et en fait, c'est un sujet tellement invisibilisé que c'est pas pris en compte. Il y a même pas de statistiques sur l'exclusion des victimes, sur comment elles sont après. Donc, j'ai aucune source. Je sais juste l'information auprès d'une référente de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui me suit dans le cadre de mon service civique et qui m'a dit oui, c'est très fréquent. Ce que tu as vécu, c'est extrêmement fréquent, mais on n'a pas de source en fait pour le définir. C'est juste des témoignages, c'est juste ce qui se passe et c'est vraiment un sujet très invisibilisé, très minimisé aussi. Et ce qui m'a en fait beaucoup de mal dans ce contexte, c'est l'intolérance du groupe face à quelqu'un qui a subi une agression et qui donc dans l'instabilité et qui donc a une santé mentale très diminuée parce que la santé mentale c'est encore très stigmatisé et donc qui est mise à l'écart. Et l'échelon national qui est obligé en fait d'obéir d'une certaine façon à ce groupe, de se dire oui, on va la mettre à l'écart parce qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il n'arrive pas à la tolérer, elle peut pas revenir, elle sera en danger, elle vivra des violences. C'est clairement ce qu'ils m'ont dit. Et donc c'est un vrai problème en fait. Si les gens ne sont pas sensibilisés, il n'y aura jamais de changement, de remise en question et ça va rester comme ça. En tout cas, grâce à ton engagement, on peut espérer qu'il y ait un grand changement. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Lucie, pour ce partage. On n'oubliera pas de mentionner ton compte Instagram ainsi que le lien pour la pétition dans la description du podcast. Et on nous souhaite vraiment un grand sursaut. Merci. Pour le mieux de la société et pour toi aussi. Ouais, j'essaye de faire au mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.